Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je revois des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. C'est vrai que c'est 150 ans, cet anniversaire, mais on était déjà là, quelques-uns à 100 ans déjà. Donc c'est vous dire que ça fait un bail, que pour nous, les anciens, comme on dit, Roscoff représente quelque chose de très très important. Je pense que Roscoff, pour moi, c'est ça qui a fait que j'ai fait de la biologie marine. C'est Roscoff qui m'a fait découvrir le plaisir de la recherche, à la fois la beauté des formes marines, mais aussi le plaisir des navires océanographiques qui ont été ma passion ensuite. Alors je vais vous parler ce soir d'un enjeu particulier océan qui concerne, alors je ne sais plus où j'ai mis mon machin. Le pointeur? Ah bah non, c'est directement ça. Donc, des enjeux climatiques où l'océan joue un rôle déterminant. Alors, quand vous regardez la planète telle qu'elle est présentée sur cette vidéo, vous voyez qu'on appelle la planète bleue, ça n'est pas par hasard. L'océan joue un rôle majeur, c'est les 2 tiers de la surface de la Terre. Et en plus, vous voyez que ça bouge, c'est-à-dire qu'il y a du moiré. Et cette surface n'est pas seulement un environnement physique en tant que tel, mais ce moiré indique l'existence aussi du vivant à l'intérieur de l'océan. Cet océan est important aussi parce que il y a de l'eau. Et quand vous regardez cette eau, simplement par rapport au volume de la Terre du système Terre, vous voyez que finalement c'est ridicule. Il y a une petite boule comme ça, bleue. Et à l'intérieur de cette boule bleue, ce que vous voyez, il y a 2 petites boules aussi à l'intérieur qui représentent l'une l'eau douce et l'autre le volume d'eau dans les glaces. Et vous voyez que par rapport au système Terre, finalement, ce volume d'eau en tant que tel représente très très peu de choses. Et très peu de choses même par rapport à l'air. L'air, paradoxalement, a un volume qui est bien plus important que celui de l'océan. Bon, on peut se dire, mais c'est ridicule. Et pourtant, 97% de l'eau sur Terre dont nous avons besoin se trouve dans l'océan. Alors on peut voir aussi l'océan autrement. J'ai présenté au départ par rapport à un astronaute qui regarde le système Terre. Le deuxième représentait les sciences de la Terre qui regardent ça d'un point de vue surtout géo, c'est-à-dire le minéral. Là, si on regarde maintenant la manière dont les économistes, avec Friends for Ocean Action, regardent l'océan et les enjeux de cet océan, on s'aperçoit que finalement, la chose la plus importante pour eux, c'est le changement climatique. Vous avez là les impacts en fonction aussi de la vraisemblance de l'occurrence d'un certain nombre de choses. Et vous avez le changement climatique qui est le plus élevé. Par contre, vous voyez que la pollution est quelque chose qui va être dans l'avenir une dimension à prendre en compte de façon importante. Et puis vous avez la surpêche. Vous avez aussi l'émergence de nouvelles technologies dont on parle peu encore, mais qui seront certainement dans les années à venir des enjeux dont il faudra parler. Et finalement, pour résumer, voilà en quelques mots pourquoi est-ce que l'océan et ses caractéristiques sont importantes. C'est que l'eau dont nous avons besoin se trouve d'abord dans l'océan, mais aussi l'oxygène que nous respirons, 50% au cours de l'évolution de la Terre, est issu
de l'océan. Il y a aussi 1 million d'espèces marines encore à découvrir, et donc pour la biodiversité, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et puis surtout, l'océan, et ça on le sait depuis maintenant une dizaine d'années, régule les changements, les échanges avec l'atmosphère et régule les changements climatiques. En 2015, Catherine en a parlé tout à l'heure, 2015 est une année extrêmement importante parce qu'il y a eu plusieurs événements. Le plus important a été la COP21, qui a conclu l'accord de Paris. Mais il y avait en même temps, cette même année, des discussions sur ce qu'on appelle le développement durable, où les Nations Unies ont lancé une stratégie 2030, et où il y a eu des discussions mémorables pour aboutir à quand même la reconnaissance de l'océan dans les objectifs du développement durable, c'est le DD14. Et puis il y a eu un troisième phénomène qui est passé inaperçu, qui a été la première publication du World Ocean Assessment, qui était le premier état de l'état de l'océan mondial, réalisé par les Nations Unies. Et puis ça a été le lancement aussi de la discussion qui court toujours de négociations autour de la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Alors pour en revenir au climat, donc vous connaissez pratiquement tout, je ne vais pas vous apporter grand-chose dans ce que je vais vous présenter, mais quand même, c'est toujours intéressant de voir les choses telles qu'elles sont. Là, vous voyez 1880, 1915, l'évolution des températures réalisée par la NOAA depuis le début, où on a cette possibilité de mesurer. En bleu, quand c'est froid, en rouge, quand c'est chaud, et inéluctablement, vous voyez le réchauffement climatique. Ça n'est plus en discussion, c'est un fait, et tout le monde aujourd'hui s'accorde à reconnaître cette évidence. Ce qui est évident aussi, c'est les conséquences que ça peut avoir sur un certain nombre d'espèces emblématiques comme les ours. Et ensuite, regardez, en bas, vous avez l'évolution des températures avec des systèmes d'observation qui sont extrêmement importants pour justement montrer ce côté inexorable de l'élévation de la température de l'océan. J'ai juste mis à gauche l'évolution de la température au cours des temps géologiques pour vous montrer que les choses évoluent aussi dans des millions d'années. Et vous voyez que à droite, on va quand même vers un accroissement de la température inéluctable. Et puis j'ai mis à droite, où vous voyez cette vidéo, en rouge, ce sont les concentrations de gaz carbonique mesurées par la NOAA, qui vous montrent que finalement deux choses. En rouge, c'est surtout au nord. Nous sommes les producteurs de ce gaz carbonique. Et on a encore dans le sud, quand même, une atmosphère qui est un petit peu différente, qui reste bleue. Et pour résumer un petit peu ce que je viens de dire et le schématiser, c'est qu'en fait, c'est à partir de ces données qu'on s'est calé sur l'évidence qu'il y a au cours des dernières années un réchauffement climatique inexorable où l'océan joue un rôle déterminant puisque la chaleur qui est issue de tout ce qu'on appelle les gaz à effet de serre va être absorbée par l'océan à plus de 90%. Et pour un quart, va absorber également le CO2, ce qui est aussi quelque chose d'important. Donc régulateur du changement climatique, parce que si nous n'avions pas l'océan, vous savez que les gaz à effet de serre entraînent presque une ceinture autour de la Terre qui font que toute cette chaleur ne peut pas aller dans l'univers et reste enserrée dans notre atmosphère. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que si nous n'avions pas l'océan, nous serions grillés sur place.
nous ne pourrions absolument pas survivre, non pas seulement les humains, mais l'ensemble de la vie sur Terre. Alors si on regarde aussi l'évolution de la température dans l'océan, cette fois-ci, non pas à la surface, mais dans l'océan, vous voyez que au cours du temps, en bleu clair, vous avez l'évolution de la température de l'eau de mer à la surface dans les 700 premiers mètres. Ensuite, un peu plus profond. Et enfin, complètement profond. Il y a une différence de température entre les trois couches. Ce schéma-là vous montre qu'il y a une bonne connaissance des 700 premiers mètres de la surface de l'océan. Et puis il y a un gap après. Et finalement, le fond de l'océan reste quand même quelque chose d'assez obscur, où nous n'avons pas encore suffisamment de moyens pour avoir des données. Et si la surface de l'océan se réchauffe, les derniers résultats montrent que aussi le profond va de plus en plus se réchauffer également. Je pense que j'ai du mal avec mon micro. Le souci est que vous masquez l'antenne avec vos mains et l'antenne se trouve à l'extrémité du micro. Et alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut le tenir un peu plus haut. Ah d'accord. Okay. Merci beaucoup. Oui, alors donc l'autre problème en dehors de la température, c'est l'acidification, le fait que le CO2 va, pour des raisons physiques et aussi en partie biologiques, est absorbé par l'océan, qui va entraîner une acidification de cet océan, le pH descend. Et cette acidification de l'océan, c'est aussi l'autre problème majeur, parce que, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Excusez-moi. Ce que ça va faire, c'est que, par exemple, pour tout ce qui est des problèmes de coquillages, d'huîtres, tous les animaux qui sont calcifiés vont avoir des difficultés à pouvoir se recalcifier, ou par exemple les larves vont avoir des phénomènes pathologiques avec des pH acides. Là, c'était juste pour reprendre ce genre de choses et vous montrer les conséquences que ça pouvait avoir. Alors, il y a un son qui masque ma voix. Et vous voyez que les conséquences, c'est de l'acidification. Bon, d'accord, merci. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, en dehors du réchauffement général dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'acidification dont j'ai parlé également, il y a une autre conséquence qui a été identifiée un peu plus récemment que l'acidification, qui est la baisse de l'oxygène et la déoxygénation de l'eau de mer. Au départ, on pensait que cette déoxygénation était liée surtout à des problèmes de rejet anthropique, que c'était surtout à proximité des côtes. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait un accroissement du nombre de zones anoxiques, un accroissement aussi de leur surface. Et les derniers rapports du GIEC ont montré qu'il y avait une bonne corrélation entre changement climatique et désoxygénation de ces régions-là. C'est quelque chose qu'on connaît moins bien, nous, dans nos contrées, mais qui sont, dans certains cas, par exemple, en Californie, vous pouvez avoir tout d'un coup des échouages de crustacés ou de poissons qui sont évidemment complètement affectés par cette désoxygénation et qui crèvent parce que sans oxygène, le vivant a du mal, dans certains cas, à survivre. Alors, que dit le GIEC aujourd'hui? Alors, il y a eu le GIEC a été, au départ, disons, pendant 4 rapports généraux, a fait une part très peu belle à l'océan.
Et c'est à partir du 5e rapport du GIEC qu'on a eu quelques données sur l'océan. Il y a eu un rapport spécial, Océan Cryosphère, qui a été publié en 2019, où je vous ai là simplement mis quelques conclusions qui sont réchauffement de l'océan, augmentation du niveau de la mer, événements extrêmes, désoxygénation dont je vous ai parlé déjà, acidification, la fonte des glaces, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que si l'eau se réchauffe, les glaces fondent, ça fait un peu plus d'eau dans l'océan, avec de l'eau douce, mais ça fait surtout aussi, avec la température, une augmentation du volume de l'océan qui va entraîner une augmentation du niveau de la mer. Et puis vous avez une perte de biodiversité comme impact, avec des impacts aussi sur les activités économiques. Les Nations Unies ont publié en 2019 et viennent de, j'ai pas eu le temps de faire la diapo, mais viennent de republier cette année une synthèse de toutes les catastrophes naturelles et des vulnérabilités qu'on identifie aujourd'hui. Et ce qui a été publié en 2019 s'est avéré accru cette année, avec deux aspects que vous voyez très clairement. C'est tout ce qui est inondation, où regardez la différence entre la dernière décennie du XXe siècle et la première décennie enfin plus que décennie d'ailleurs, c'est 20 ans du siècle actuel. Je pense que là, ce qu'il faut voir, c'est que cet accroissement des événements extrêmes, comme justement les inondations, paraissent aujourd'hui absolument inéluctables. Comme les orages et les tempêtes, qui sont par rapport à tout ce qui existait avant, la sécheresse, les températures extrêmes, etc., beaucoup plus importantes. Pour résumer tout ça, on peut dire que finalement, un événement qui existait une fois par siècle existera désormais une fois tous les 10 ans. Quelque chose qui existait une fois par an a de fortes chances d'exister une fois par mois. Cette évolution quand même du climat peut dire quelque chose. Alors ça, c'est pour la chose extrêmement générale, mais regardez, quand vous regardez une goutte d'eau de mer sous le microscope, donc à une échelle microscopique, vous voyez des choses qui sont complètement différentes. Ce sont des vivants. Ça, c'est du vivant. C'est des micro-organismes que vous voyez, et simplement avec le microscope. Si vous le regardez sous la loupe, vous pouvez le voir, mais si vous avez simplement votre œil comme ça, vous ne voyez pas la même chose. Mais regardez, ça grouille de vivant, ça. Donc le vivant, c'est justement aussi ce qui est dans l'océan, ce qui est dans la mer. Et à Roscoff, on sait vraiment très bien. Alors voilà, donc j'ai parlé tout à l'heure du climat, mais l'océan, c'est aussi un écosystème. Et ce qui a été formidable avec l'accord de Paris, c'est que pour la première fois, nous avons réussi à faire en sorte que l'océan soit reconnu, mais pas n'importe comment. L'océan a été identifié comme un écosystème. C'était la première fois qu'un environnement était défini comme un écosystème. Ça veut dire avec plein de vivants. Donc si on regarde les espèces marines, il y a celles qu'on connaît, il y a celles qu'on ne connaît pas. Il faut aussi avoir en tête que l'océan, c'est l'origine de la vie. Il y a 3,8 milliards d'années. Et que, au cours de l'évolution, quand même, au départ, c'est finalement l'océan qui a rendu la Terre habitable. Ça a commencé dans l'océan, et puis, au bout d'un certain temps, on a eu avec les prokaryotes, s'en est suivi les eucaryotes,
On a eu la sortie de l'eau, et puis finalement nous sommes, nous, hominidés, très très récents dans cet univers-là. Et donc, cette biodiversité qu'on a dans l'océan, si on regarde le changement climatique, un des grands impacts qu'on va avoir, ça va être sur justement les écosystèmes. On peut le regarder à la lumière de ce qui existe pour les coraux, où finalement, entre la figure de gauche que vous avez et la figure de droite, vous avez tout ce qui va se passer, ou tout ce qui risque de se passer. En tout cas, c'est ce qui se passe dans une grande partie de la barrière de corail en Australie. Et si on n'y prend pas garde, ce genre de choses peut s'étendre aussi à ce qu'on peut avoir dans les outre-mer français, où nous sommes quand même là, parmi les pays ayant la plus grande surface de coraux, qui sont des écosystèmes emblématiques. Pour résumer un petit peu les choses, l'impact du climat sur la biodiversité, c'est d'abord l'altération des services écosystémiques, c'est le déplacement des espèces. On sait que dans la mer du Nord, il y a un certain nombre d'espèces qui se sont déplacées vers les régions les plus polaires, par exemple, mais ça peut exister aussi en Méditerranée, où le thon rouge maintenant se retrouve dans l'Atlantique. C'est la destruction des écosystèmes coralliens dont je vous ai parlé, c'est la perturbation du cycle du carbone, y compris dans les habitats profonds. C'est des données que nous commençons à avoir à cet égard aujourd'hui. C'est la réduction aussi de tout ce que font les écosystèmes planctoniques. Et plus généralement, c'est la modification de la biomasse marine et de la chaîne alimentaire. Juste pour... qu'est-ce que ça veut dire écosystème, service écosystémique, hein, c'est simplement en quoi est-ce que l'océan nous rend des services. Alors il peut y avoir par exemple des services culturels, parce que finalement on rêve de l'océan, quelquefois aussi ça peut être extrêmement poétique, et puis enfin ça peut être une passion, comme pour moi. Ça, et puis il y a aussi des choses qui sont non seulement de régulation climatique, mais aussi l'alimentation, ça peut être l'énergie, et puis ce que vous connaissez bien, Roscoff, hein, c'est-à-dire les substances naturelles, ou celles qu'on pourrait, dans l'avenir, grâce aux recherches, trouver, et qui pourraient avoir des conséquences intéressantes pour l'espèce humaine et pour la vie en général. D'ailleurs, à cet égard, si on regarde la valeur de ces écosystèmes, de ces services écosystémiques, on s'aperçoit qu'ils représentent un produit intérieur brut qui représenterait le 7e du G7, mettons, comme valeur apportée à l'économie mondiale. Et finalement, qu'est-ce qui est important quand on est un scientifique et qu'on regarde ça? C'est que si on regarde l'évolution du comportement de la santé d'un écosystème en fonction des perturbations qu'il peut subir, on va voir que cet écosystème peut, à un moment donné, basculer dans ce qu'on appelle les tipping points. C'est-à-dire que lorsqu'il est en situation de pression intense, ça peut entraîner des grands états d'instabilité et finalement se faire s'épuiser l'écosystème. C'est ce qui s'est passé par exemple pour la morue à Terre-Neuve. On a eu beau avoir des actions destinées à réduire la surpêche, des actions destinées à réduire aussi le type de dimension de poissons qu'on allait pêcher, les mailles du filet, etc. Rien n'a été fait. À un moment donné, la pression sur les stocks était telle que le système a basculé et tout a disparu. Et on n'a jamais été capable ensuite de faire revenir la morue dans ces zones
etc. Et donc ça veut dire que ce problème de bascule, de tipping point, est quelque chose qui, pour le système climatique, est actuellement un concept important, parce que finalement, jusqu'à quand est-ce que l'océan sera capable aussi de réguler cette chaleur dont je vous ai parlé? Jusqu'à quand l'océan sera-t-il capable d'absorber le CO2? Pour l'instant, nous ne le savons pas. On commence à faire un certain nombre de modélisations, mais c'est en cours. Nous n'avons pas forcément les moyens et techniques et conceptuels, en mathématiques par exemple, pour arriver, et nous n'avons pas non plus suffisamment de données pour arriver à le modéliser. Juste un mot sur le développement durable. Je vous ai parlé de l'ODD 14 tout à l'heure. C'est quelque chose qui est d'autant plus important qu'en juin prochain, nous allons avoir à Lisbonne le deuxième événement sur cette ODD 14 qui est dédié à l'océan, dont l'énoncé c'est conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable. Il est très vraisemblable qu'après les objectifs que nous nous sommes fixés en France avec le One Ocean Summit à Brest, la France demande à ce que nous ayons le prochain sommet dans 2 ans ou 3 ans en France, à Paris. Donc je souhaitais attirer votre attention sur cet aspect. Je pense que c'est pour nous aujourd'hui un des moyens aussi d'attirer l'attention sur l'importance de la protection de l'océan. Parce que si finalement on regarde quelles sont les questions ouvertes, donc les tipping points dont j'ai parlé, pour le climat par exemple, la question dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était jusqu'à quand l'océan pourra-t-il jouer son rôle de régulateur, mais il y a aussi le couple climat-biodiversité. Quand est-ce que la fonctionnalité des écosystèmes sera-t-elle affectée? Et en plus, le dernier ou le troisième point, c'est si on lit climat, biodiversité et objectifs du développement durable, en fait, finalement, quelle représentation adopter pour convaincre d'agir? Parce que la question, c'est bien celle de l'action aujourd'hui. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons plus le temps. Ce qui est en train de se passer, même si nous faisons quelque chose, il faut savoir que le temps de latence, le temps de réponse de l'océan est tel que ce qui se passe aujourd'hui, ça sera dans 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on verra la fin de ces conséquences. Donc il faut que nous agissions aujourd'hui. Ce pourquoi aussi, d'ailleurs, les Nations Unies ont lancé en 2019 la stratégie onusienne qui concernait les sciences, la décennie des sciences de l'océan. Je pense que c'était aussi la suite de la COP 21, aussi la suite de l'importance, la montée en puissance de l'océan dans les enceintes des Nations Unies. Parce que finalement, si vous regardez qu'est-ce qu'on sait de l'océan, on ne sait pratiquement rien. 3 personnes sont descendues au fond de l'océan, au plus profond. Quand même, vous vous rendez compte, il y a 10 000 fois plus de gens qui sont partis dans l'Everest qu'au fond des océans. Donc ça veut dire qu'on connaît pratiquement rien. Si on regarde aussi les espèces marines, en fait, on connaît quoi, 10%. Il y a tout un champ qui s'ouvre pour nous à aller beaucoup plus loin. Et puis ça représente tout ce que je vous ai dit, les services écosystémiques, les ressources. C'est un univers qui reste à explorer. Juste pour montrer quel est l'objectif de cette décennie des sciences de l'océan, qui se terminera donc en 2030 avec les objectifs du développement durable, c'est donner un cadre commun qui permettra aux sciences de l'océan de fournir l'assistance nécessaire aux États et à la société afin de relever les défis majeurs de notre époque. Et
en 2 mots pour les scientifiques, c'est en fait qu'est-ce qu'on fait quand on étudie des systèmes complexes. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment on les aborde? À quoi ça sert? En fait, il y a une action non seulement de connaissance, mais il y a une action de mobilisation aussi pour attirer l'attention, pour sensibiliser et pour faire, c'est-à-dire entraîner la décision pour des actions urgentes. Et le climat en est un, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je voulais simplement illustrer cette urgence de l'action qui nous agite tous et qui nous interroge. C'est comment s'engager. Comment faire émerger l'océan dans les discussions climatiques, je vous en ai parlé tout à l'heure. En 2014, il y a eu 20 COP, c'était la 21e, il y a eu 20 COP où il n'a jamais été question d'océan. Si on regarde les textes de ces COP, on parle sans arrêt des forêts, on n'a jamais parlé d'océan. Et donc c'est vrai qu'il a fallu que on a créé une asso pour ça, on s'est mis avec les petits États insulaires et on a pesé de tout notre poids pour faire quelque chose. Et c'est vrai que le président de la COP, Laurent Fabius, a entendu les choses avec l'UNESCO, ce qui fait que l'océan a été reconnu dans l'accord de Paris. Et d'ailleurs, vous voyez, tout le monde était content. On était vraiment content. Hein. Regardez, on était heureux à ce moment-là. Hein. On était fiers, contents. Pas seulement les gens de l'océan, mais tout le monde. Mais en tout cas, les gens de l'océan, pour nous, ça a été très très important. Après, en France, après le Grenelle de la mer, ça a été le premier moment où il s'est passé quelque chose. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi créé ce qu'on appelle une ONG, la plateforme Océan Climat, qui avait comme but de faire émerger l'océan comme un enjeu des négociations sur le climat, avec 3 aspects. Partager les connaissances scientifiques, sensibiliser les décideurs politiques et la société civile au lien entre océan, climat et biodiversité marine, et puis élaborer des solutions aux défis océans des changements globaux. Voilà, alors on a fait plein de trucs. On a fait une armada du climat, on est parti de Méditerranée pour arriver par la Seine, et à la fin on ne pouvait plus avec les bateaux à voile, donc on est arrivé en paddle dans le centre de Paris. Et c'est vrai que ça a été des moments quand même assez festifs, mais qui ont aussi marqué les gens. On a fait plein d'événements, on a réuni tous les petits États insulaires, on a réuni les gens du GIEC, de l'IPBES, etc. Et puis on est arrivé quand même à quelque chose. Là, je vous ai mis quelques-uns de nos réussites. Nous sommes aussi à l'origine du fait que le GIEC ait fait un rapport océan-climat-cryosphère. Aussi, nous avons œuvré pour la décennie des sciences océaniques, etc. Et puis j'insiste sur le fait que 2020, l'Europe a toujours eu un certain nombre de programmes de recherche qu'il finançait, avec des grands défis. Alors on a eu l'alimentation, on a eu les villes, on a eu la santé, et on s'est battu pendant 5-10 ans pour avoir l'océan, et ça n'a jamais été possible. Et ce n'est que depuis 2020 que nous avons eu, pour la première fois, un défi océan avec la mission Starfish. Donc c'est quand même très récent tout ça. Donc finalement c'est juste pour vous montrer que petit à petit l'océan monte en grade et qu'il devient visible. Cette mission Starfish est liée aussi à l'évolution politique de l'Europe, où finalement on voyait sur la carte de droite les différents niveaux de la mer dans l'avenir. Et vous voyez qu'il y a vraiment des différences considérables. C'est pas parce qu'en un endroit ça va monter, comme dans la Baltique,
que ça va monter aussi dans la Méditerranée. Parce que, par exemple, dans la Méditerranée, vous avez un point bleu qui montre qu'il peut y avoir aussi une baisse du niveau de la mer. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est moyenné, et quand on donne un certain nombre de données, ce sont des moyennes. Mais si on regarde localement, alors il va se passer autre chose. Et ce dont nous n'avons pas connaissance aujourd'hui, ce sont des données locales. Nous avons des données globales, mais il nous reste encore beaucoup à faire pour les observations pour les données locales. Tous ces éléments ont été à l'origine aussi de l'organisation du One Ocean Summit à Brest, qui a été un moment important, où sans doute c'est la première fois que la France a voulu montrer qu'elle était vraiment en effet le deuxième pays maritime du point de vue de l'étendue de ces zones économiques exclusives. Parce que nous sommes le deuxième espace maritime mondial, mais dans l'avenir, il faudra que nous soyons à la hauteur de cet aspect. Juste par rapport à un aspect des propositions qui sont faites par les organisations internationales, les aires marines protégées, qui sont a priori conçues pour être des réserves de biosphère, des réserves surtout pour la biodiversité. Les derniers résultats montrent que ces réserves pourraient aussi avoir des impacts sur le climat. Et puis un premier point un peu décalé, actuellement les études qui sont réalisées par rapport au climat montrent que les problèmes de justice climatique arrivent sur la table. Le prochain rapport du GIEC, l'AR6 général, va être terminé à la fin du mois de juin. Et si on regarde les données qui vont être publiées, on s'aperçoit que l'aspect inégalité concernant le gaz carbonique, aspect aussi qui c'est pas seulement financier mais aussi de sobriété climatique, va devenir quelque chose qui va être pris en compte. Alors aujourd'hui, finalement, si on regarde où est-ce que nous en sommes, il y a une chose qu'il faut que nous fassions, c'est faire baisser la pression anthropique, c'est-à-dire vraiment réduire toutes nos émissions. Et en ce sens-là, on peut s'appuyer sur le GIEC ou sur l'IPBES. Et pour ça, je pense, et nous sommes un certain nombre à le penser, en tout cas la communauté scientifique le pense, c'est qu'il nous faut nous appuyer sur l'achat scientifique pour promouvoir un cadre de gouvernance océan. C'est-à-dire que pour l'avenir, les scientifiques, même s'ils font de la recherche fondamentale, sont amenés à peser dans le débat politique pour pouvoir promouvoir des stratégies qui soient à la hauteur, en tout cas, de la rationalité. Et finalement, ceci d'autant plus que si on regarde non pas seulement le climat, mais le reste, en particulier le plastique, tout va à la mer, tous les déchets vont à la mer. Le plastique peut durer des années et voire ne pas être dégradé avant 450 années, par exemple, pour certaines bouteilles. C'est pourquoi nous sommes un certain nombre aussi à penser que nous posons l'océan comme un bien commun de l'humanité. C'est un concept moral. Nous avons, avec le CNRS, réalisé un séminaire pendant 2 ans sur cette question. Et à la fin de ce séminaire, se posait la question de quelle gouvernance pour ce bien commun. Eh bien, nous proposons aujourd'hui de faire un working group, ce qu'on appelle un groupe de travail international, pour avoir un océan durable. Et c'est une manière aussi d'essayer de faire en sorte que
on ne traite pas l'océan de façon très fragmentée, soit à la surface pour la circulation avec l'OMI, soit dans les grands fonds avec les ressources minérales, mais qu'on essaye de le voir comme un tout. Oui, alors ça c'était, je ne veux pas vous le dire parce que c'est très compliqué. Et donc en tout cas ce working group là va être présenté à Lisbonne, et ce que nous souhaitons c'est de pouvoir nous inspirer de ce que fait le GIEC, nous inspirer de ce que fait le PBES, nous inspirer de ce que fait tout le monde, mais en faisant mieux autour de l'océan, et en invitant non seulement les scientifiques à participer, mais aussi toutes les parties, ce qu'on appelle. Et ça, c'est quelque chose de très très difficile, mais très ambitieux, mais je pense qu'on va pouvoir y arriver. Alors, sur la gauche, voilà un dessin qui vous montre nous en sommes où avec le Covid, avec la guerre, il va y avoir la récession, mais toujours le changement climatique est derrière, et c'est lui qui est quand même sur le long terme le plus important. Et puis à droite, sans doute ce qui a été pour moi la plus grande découverte de ma vie, des écosystèmes profonds le long des dorsales océaniques. Vous voyez ces animaux qui sont indescriptibles, qui sont rouges parce qu'ils ont de l'hémoglobine, qui vivent dans des tubes blancs ou un peu jaunes parce qu'il y a du fer. Et puis ces animaux qui vivent dans des milieux que le changement climatique finalement montre comme impossible alors que c'est possible. C'est-à-dire ces animaux vivent dans des concentrations de gaz carbonique incroyables, dans des températures infernales, avec des pressions insupportables, avec une anoxie pratiquement totale, avec une acidité incroyable, et puis très toxique. Et finalement, tout ça montre que le vivant peut s'adapter. Et cette notion d'adaptation pour l'avenir, c'est sans doute le message que je voudrais vous passer. On doit en effet s'appuyer sur des efforts d'atténuation, ce qu'on appelle, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais sachons que nous pouvons faire aussi aujourd'hui, tout de suite, un certain nombre de choses, parce que le vivant s'adapte. Et je pense que finalement l'océan c'est aussi une manière de repenser l'avenir de nos sociétés. Merci. Merci Françoise, on peut prendre des questions. La première est sur la partie. Merci. Vas-y Pierre. Moi je vais m'acheter comme ça. Bonsoir Frédéric Bessot, merci pour cette super présentation, très complète. J'ai une question, vous parliez de tipping point. Est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'on est déjà finalement dans un moment de bascule finalement global? Oui, c'est un peu pessimiste. Hein, non, c'est une bonne question, mais justement, c'est comme global, local. Je pense que on va changer de monde, c'est vrai. Mais par exemple, la diapo que j'ai mis à la fin, où on a la vague de Covid, jamais on n'aurait pensé ça. On a changé de monde. On ne vit plus pareil. La guerre en Ukraine, jamais on n'aurait pensé que c'était possible. On ne vit plus pareil. Pour le climat, c'est plus compliqué, justement, paradoxalement, parce que c'est sur le plus long terme. Donc, oui, en ce sens-là, on a changé de monde. Donc, si on se place à une certaine échelle d'observation, en effet, vous avez raison. Mais je pense que si on se place à une autre échelle d'observation, et c'est ça l'hétérogénéité, en tout cas de la biosphère, et pas de la planète, je pense qu'on a encore à faire.
de gestion des déchets. Oui, merci pour votre magnifique conférence. Et j'ai cru comprendre que vous parliez des aires de protection marine en disant qu'elles avaient un impact sur le climat. Est-ce que vous pouvez développer Alors, c'est pas encore paru, on n'arrive pas à le publier là. Donc ça fait 3 fois qu'on se fait bananer, mais en tout cas on a des données. La plateforme Océan Climat a eu un financement pour que l'équipe puisse regarder les corrélations qu'il pouvait y avoir entre le changement climatique et les données qu'on avait dans les aires marines protégées. Et ce qu'on a vu, c'est que dans les zones où il y a des aires marines protégées avérées, c'est-à-dire à haute protection, il y avait des conditions physico-chimiques qui étaient différentes de celles qui étaient en dehors de la zone de l'aire marine protégée. Il y avait une corrélation, je ne dis pas que ce n'est pas un phénomène de causalité, pour l'instant c'est une corrélation, mais en tout cas il y avait vraiment une différence dans l'habitat, la qualité de l'habitat, dû au fait aussi qu'il n'y avait pas de... L'écosystème avait une dynamique, une caractéristique qui était formidable par rapport à ce qu'il y avait au-delà. Et donc ça avait un impact sur le climat. Oui, au sens où j'ai parlé simplement d'une partie. Oui, au sens où après ils ont fait des mesures sur tout ce qui était émis vers le fond, tout ce qui était absorbé, etc. Et il y avait localement des conditions pour qu'il y ait une régulation différente microclimatique. Ça fait un indicateur vraiment intéressant. Ah oui, non. Bon, j'espère que ça va être publié. Si c'est pas dans Science, ça sera peut-être dans Nature. On va voir. Vous avez dit aussi qu'il y avait des interrogations sur la capacité future de l'océan à stocker, à continuer de stocker pour surplus d'émissions d'environnement. Est-ce que vous pensiez des recherches envisagées et des budgets engagés sur les travaux sur la fertilisation artificielle qu'on peut en faire? Non, c'est une bonne question. Là, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, la géo-ingénierie est en train de faire exploser le parterre, quoi. Donc on l'a vu arriver, ça, depuis 10 ans, et là ça devient très très difficile. Quoi dire? Il faut qu'on travaille pour compenser cette pression. Aux États-Unis, c'est incroyable les investissements qui sont faits par les big chiefs de l'énergie pétrolière sont démentiels. Moi, je pense que là, il y a vraiment... il faut qu'on se batte sur ce truc-là. Pour le reste, je pense que... il y a quand même des modélisations qui sont faites assez intéressantes, en tout cas dans l'Atlantique Nord, sur à quel moment est-ce qu'il y aurait des basculements pour le CO2. Il va y avoir dans le 6e rapport du GIEC quelques données nouvelles aussi, qui vont montrer que ça n'est pas forcément inéluctable, enfin qu'il y a une incertitude. L'Atlantique est quand même celui qui est le plus supposé fragile par rapport à ça, au nord. Même s'il y a enfin en tout cas nord, par là c'est ouest. Non, pour le reste, oui, je pense que il faut qu'on soit très très vigilant. Bonsoir, je veux revenir sur les aires maritimes protégées. Quelle est leur importance en superficie ou en volume?
Et sont-elles vraiment respectées? Parce qu'il y a pas mal d'associations actuellement, comme nous par exemple, qui mettent en doute de manière assez importante le fait qu'elles soient réellement respectées. Oui, alors pour les aires marines protégées, le problème qu'on a, c'est il y a deux modèles. Il y a le modèle anglo-saxon, il y a le modèle français. En gros, le modèle anglo-saxon est celui de la conservation. Donc, ça veut dire que c'est noté, on ne prend pas, on fait rien dedans. Donc, c'est la conservation de l'ensemble de la zone, sans usage autre que sa naturalité. Alors que la France a un modèle totalement différent qui est, on prend en compte l'histoire de cette zone qui a vu que cette zone a été utilisée, les pêcheurs y vont, les plongeurs y vont, les vacanciers y vont, et donc on respecte l'usage que l'humain a fait et on prend l'histoire avec. Donc on a deux modèles avec noté, c'est-à-dire rien n'est prévu et c'est la haute protection pour l'aire marine protégée, ou en France, si on regarde cette protection, en fait on n'a que 2% de nos aires marines protégées qui sont protégées. Alors voilà, donc on en est là. Il y a un vrai débat, mais qui dure depuis 20 ans, 30 ans là-dessus. Bon, je ne sais pas comment on peut s'en sortir, sinon de dire, et ça a été dit à Brest, que, ok, oui, on reconnaît que la France ne protège pas bien ses aires marines protégées, que donc, ce qu'elle peut faire de mieux, c'est soit en créer de nouvelles, comme dans l'Antarctique, où au moins on est tranquille, il n'y a pas beaucoup d'usagers, et à ce moment-là, on a des notés, etc. Soit on essaye de réduire les usages des aires marines protégées existantes. Mais regardez ce qui se passe pour tout ce qui est énergie éolienne à implanter dans les zones économiques exclusives françaises, c'est compliqué. Par contre, en fait, pour les aires marines protégées, enfin, moi j'y crois beaucoup au sens, je pense que toute protection permettra la connectivité d'un certain nombre de choses. Et c'est vrai que je pense aussi que ça a un rôle aussi par rapport au climat. C'est vraiment quelque chose d'important. Excusez-moi. Je ne suis pas scientifique, donc la question n'est peut-être pas très appropriée, mais en admettant que, par exemple, en Europe ou dans certains pays, on fasse très attention à ce que l'on fait avec l'océan, que dans d'autres pays, ça ne soit pas le cas. Est-ce que au niveau des courants marins, qu'est-ce que ça donne au niveau du brassage? Quel est le potentiel de la pollution Moi, je ne sais pas comment ça calcule ça. Est-ce que, par exemple, les courants marins sont-ils inversés ou en tout cas modifiés avec le réchauffement? Tout ça, je ne sais pas. Mais non, vous avez raison. En fait, la question qu'on se pose, c'est que je ne vais pas parler de la circulation océanique, mais c'est vrai que ce qu'on présuppose, c'est que si ça continue, en fait, la circulation, disons pour faire schématiquement, c'est la différence de température tropicale pôle qui va entraîner un moteur comme ça, qui va permettre cette circulation. Si elle diminue, ça va s'arrêter cette circulation. Donc ça, c'est un grand tipping point, justement, qui commence à être étudié assez sérieusement par les physiciens. Et il y a des nouvelles... il y a de nouveaux résultats qui ne sont pas encourageants, d'ailleurs, par rapport à l'Atlantique, justement. Mais vous avez raison sur le fait que tout se tient. C'est justement ça, le système complexe. C'est-à-dire, ce qu'on fait en un endroit, on va le retrouver dans un autre endroit, il va y avoir une conséquence qui va arriver. Néanmoins, il faut bien qu'on commence par faire quelque chose. Voilà. Et donc, c'est pour ça que il y a un moment donné, j'ai mis une diapo sur la justice climatique, c'est que monte en ce moment
le sentiment, en tout cas pour le reste du monde, qu'il y a le nord et le sud et que nous sommes, avec nos énergies, nous continuons quand même à produire plus que les autres. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quelque chose, mais cette notion de justice climatique va s'accroître dans l'avenir. Et on va voir comment ça va évoluer avec ce qui se passe en Ukraine, par exemple. Mais la pression pour des actions qui soient différenciées suivant les pays occidentaux et les autres va sans aucun doute être beaucoup plus prégnante dans l'avenir. Oui, donc c'est un truc pour le faire ça aussi. Oui, j'avais une question sur l'océan profond, effectivement, je l'ai côté de moi. Et sur, déjà, effectivement, on sait, il semblerait qu'il y ait des travaux là qui montrent son importance sur la biodiversité marine aujourd'hui. Et alors, sur l'adaptation du climat, c'est moins évident, mais il y a de grandes menaces, effectivement, sur l'océan profond avec l'épuisement des ressources minérales terrestres qu'on veut maintenant aller chercher au fond des océans et l'exploitation des grands fonds. Quelle est la position, justement, de la plateforme Océan et Climat sur le potentiel développement de toutes ces activités humaines dans les grands fonds et les conséquences que ça pourrait avoir? Oui, alors c'est une bonne question. Bon. Il y a plusieurs aspects. Je pense que il y a l'aspect moratoire que certains demandent. Moi, je suis pour ce moratoire sur l'exploitation. Pas sur l'exploration, parce que pour moi, explorer, c'est la vie du chercheur, donc je ne serais pas pour ça. Mais il y a un grand débat, enfin en tout cas la plateforme n'est pas pour l'arrêt de l'exploration. Je pense qu'il faut aussi étudier le fait, si on fait ça, ça coûte combien, est-ce que c'est vraiment nécessaire par rapport au recyclage de ce qu'on a, comment ça se passe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'études qui commencent aussi à considérer l'ensemble du cycle de l'exploitation par rapport au recyclage qu'on pourrait avoir sur Terre. Il y a juste un débat autour de quelque chose qui est une vraie question, qui est l'excitation qu'on peut avoir au développement de nouvelles technologies pour aller explorer. Voilà. Donc ça, c'est une vraie question, puisqu'on voit que la Chine, par exemple, a commencé vraiment à le faire. Alors on peut regarder passer les trains, en se disant, bon, on a les mains propres, tout ça. Je pense que voilà, autour de la technologie, c'est assez intéressant. Mais il y a... enfin, le débat est ouvert. On travaille sur le pour, le contre. C'est pas simple. C'est ouvert et on n'a pas fini. Et ça commence. Oui, l'océanographie, c'est une science qui a au moins 150 ans d'âge. Je m'étonne de découvrir que le GIEC découvre l'océan il y a 10 ans. Est-ce que tu peux me dire pour quelle raison, comment, pourquoi cette découverte tardive de l'océan par d'éminents scientifiques, les éminents scientifiques du GIEC? C'est des raisons politiques, économiques, quelles sont-elles? Alors, je comprends ton étonnement. L'équivalent à celui que j'ai eu quand j'ai découvert ça, je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses. L'océanographie, c'est quand même un ensemble disciplinaire qui s'est mis autour d'un objet. C'est-à-dire, tu as des physiciens, tu as des chimistes, tu as des bio. Mais quand même, les physiciens sont majoritaires au départ.
c'est vraiment eux qui ont commencé avec... voilà, parce que quand tu discutes avec des géologues, ils ont beau être océanographes, ils sont d'abord géologues. Et bio, moi je suis bio d'abord, hein, donc tu vois, c'était... Yes. Donc ça, c'est une première question. Et la deuxième chose, c'est que pour le GIEC, c'est des physiciens aussi qui ont commencé. Les sciences du climat, ça a été absolument extraordinaire. Combien des aspects disciplinaires divers dans l'ensemble sciences physiques a tout d'un coup fédéré les énergies autour d'un domaine. C'est pas une discipline, c'est un champ disciplinaire. Et donc, en ce sens-là, au départ, ce champ disciplinaire était à la main de ceux qui l'avaient créé. C'est très tardivement après que petit à petit, on s'est aperçu, quand on a commencé à étudier le climat, qu'il n'y avait pas dans l'océan que de l'eau, quoi, que des courants, qu'il y avait aussi du vivant. Et finalement, c'est quand il y a eu cette pression d'un certain nombre de gens qui étaient dans le GIEC, des océanographes justement, qui ont dit mais attendez, il n'y a pas que les circulations, il y a aussi des écosystèmes et tout comme ça. Ça c'était c'est vraiment le 5e rapport du GIEC, où tu as eu des chapitres du rapport du GIEC qui identifiaient vraiment l'océan comme quelque chose d'important. Et moi je me souviens, à ce moment-là, j'étais à l'Académie des sciences aux États-Unis pour un colloque sur la désertification. Donc tu vois alors vraiment le truc vraiment complètement terrestre, hein, où tu avais plein de prix Nobel, plein de trucs comme ça. Et tu avais Patchouli qui était là, je ne sais plus quel était son nom, enfin celui qui a eu le Nobel pour le GIEC, qui pour l'instant, il était venu parler donc à des agronomes, à des agriculteurs, que des gens vraiment des agros, quoi. Et il n'a pas arrêté de parler de son rapport du GIEC en disant mais l'océan. Et alors j'étais là sur mon truc, je n'en revenais pas, parce que vraiment je me suis dit mais qu'est-ce qui lui prend de parler de ça? Et en effet après, c'est comme ça que j'ai été attirée par le GIEC. Je me suis dit mais c'est formidable. Et là vraiment quand tu regardais ce rapport du GIEC, tu voyais il y avait deux chapitres qui parlaient absolument de l'émergence de cette dimension extrêmement importante de l'océan. Et c'est ensuite que cette notion de régulation du climat par l'océan est arrivée comme évidente. Alors il y a ça, et puis après, tu sais, c'est comme l'Europe, hein, ça fait 10 ans qu'on essaye de faire passer un défi océan, il faut 15 ans pour le faire, voilà. Tout simplement parce que les gens de l'océan n'ont pas jamais représenté une communauté en tant que telle. S'il y a cette décennie des sciences de l'océan, les sciences de l'océan, c'est pas l'océanographie. C'est plus que ça. Justement, ça implique aussi des sciences humaines et sociales, ça implique, je ne parle pas des bio, mais c'est quelque chose de plus. Et est-ce que vous pensez que les pays dans l'ensemble sont très mobilisés, et de plus en plus maintenant, avec ce projet, cette hypothèse probable et sérieuse de montée des eaux? Est-ce que vous pensez que les gens abordent l'océan aussi parce qu'il y a cet aspect qui va les toucher de très près, presque plus que par la biodiversité? Oui, bien sûr, vous avez tout à fait raison. En fait, c'est l'adaptation qui fait changer les choses, et quand on est soumis quand même à des choses qui nous concernent, oui. Vraiment, l'élévation du niveau de la mer, et puis on ne sait pas comment faire. C'est-à-dire comment faire, se retirer, payer les gens qui doivent se retirer. C'est très compliqué, c'est un problème politique énorme. Donc on fait comme si de rien n'était. En France, on a eu Cynthia, donc on a commencé à avoir quand même des sensibilités par rapport à ça. Mais oui, vraiment pour les petits États insulaires, par exemple, eux, c'est vrai qu'il y a des États qui vont disparaître. Si ça continue comme ça, des États disparaissent. Donc c'est quand même des choses extrêmement importantes et qui touchent tous les espaces côtiers. Parce qu'il y a l'élévation du niveau de la mer, mais il y a aussi le trait de côte qui fait que bouge et que les événements extrêmes
pour pas faciliter les choses. Bonsoir. Merci pour vos partages. On voit qu'il n'y a plus le temps globalement par rapport à des questionnements comme ça. Quelles sont les mesures que vous allez devoir mettre prochainement, les grandes mesures ou tactiques que vous allez devoir mettre rapidement? Moi, j'aimerais bien d'abord que ces taille-poses dont je vous ai parlé soient mises en place en tant que structure onusienne, disons, qui permettrait justement de faire des scénarios un peu comme le GIEC le fait pour le climat, mais là je n'ai pas parlé de la pêche, je n'ai pas parlé de la pollution, mais vous voyez l'importance de tout ce qui nous attend, quoi. Il y a, sinon, je pense, la prise en compte dans toutes les politiques territoriales de cette dimension océan. Quand je dis parce que bon, ça paraît évident que les agriculteurs doivent être subventionnés, par exemple. Bon, mais parce qu'on sait comment ils font, ils sont là, etc. Mais pour tout ce qui est écosystème dans la mer, on ne s'en occupe pas du tout. Pour le rejet des pollutions, ça a l'air de rien, mais je pense que dans les années à venir, il va y avoir des pathologies qui vont s'accroître, du fait même du changement climatique aussi, parce qu'avec l'élévation de température, il va y avoir des choses synergiques, des trucs comme ça. Donc, essayons d'emblée de prendre ça en compte. On parle des énergies marines renouvelables, je pense que, elles vont s'installer dans l'océan aussi. Donc, essayons d'avoir une planification aussi de ce genre de choses. Et puis, je pense qu'il ne faut pas le voir simplement au niveau d'un pays, il faut le voir au niveau d'une région. À la fois, il faut donner les moyens, à mon avis, aux acteurs locaux, c'est-à-dire territoriaux, d'avoir plus d'influence, en tout cas plus de moyens pour travailler, pas seulement les États, mais aussi, donc à la fois méta, État et infra-État. Et puis donner aux mômes le goût de l'océan aussi. Voilà. Peut-être la première mesure. Ouais. Ce qu'on appelle ocean literacy. Moi aussi j'ai une question. Vous parliez d'exploration, voire d'utilisation des ressources minières, etc. Est-ce que la plateforme Océan et Climat a une position par rapport à des questions comme la décroissance, par exemple, faire face à des... Vous sentiez un petit peu le fait que l'ingénierie écologique, etc., pouvait être extrêmement néfaste. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah non, on n'a pas l'ingénierie écologique. Hein. Non. D'accord, pas l'ingénierie écologique. Ah ben non, elle est écologique. Donc, a priori, en tout cas, elle prend en compte l'étude carbone, un petit peu... non, c'était pas votre idée derrière ça. La création de carbone... Non, c'est-à-dire la géo-ingénierie, c'est-à-dire quand on prend le système Terre et on en a fait, c'est un système physique, il suffit de faire ça pour faire ça, etc. L'ingénierie écologique, ça fait partie des systèmes complexes, l'écologie. Et on ne sait pas bien encore, mais en tout cas, ça veut dire complexe. On sait que si on prend un truc là, ça va avoir une incidence ailleurs, hein, ça, on est sûr. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on essaie de penser, c'est les interactions entre les choses. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on pense. Quelles interactions interactives affectives. Et donc, au-delà de ces interactions, en prenant en compte ces interactions, est-ce que la plateforme Océan et Climat, est-ce que c'est son rôle d'ailleurs, sa mission, d'avoir une position sur les choses qui sont autour des... Parce que quelque part, c'est la question qui sous-tend tout ça. Est-ce qu'on peut continuer à produire? Alors, la plateforme Océan et Climat, au départ, on était vraiment scientifique, on est devenu un peu, je dirais, on a fait de la diffusion des connaissances, après on est devenu, on a commencé à être reconnu comme politique au sens influençant, puisque le GIEC Océan, c'est quand même aussi nous, l'idée vient de la plateforme.
Maintenant, on est dans les solutions. Avec l'élévation du niveau de la mer, on a développé un grand programme international autour de qu'est-ce qui se passe dans les différentes régions, et surtout avec les maires de petites villes. Et alors se pose maintenant cette question dont vous parlez. Enfin, pour la géo-ingénierie, on est devant le mur. Alors, comme on est une plateforme où on a tous les acteurs de la mer, vous imaginez combien c'est compliqué. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas des activistes, on est des rationnels. Voilà. Donc, il faut qu'on prenne. On a une centaine de membres, il faut qu'on soit attentif à qui fait quoi, qui pense quoi. Donc, quand on se prend position, c'est que vraiment on a étudié la question et que voilà. Et donc, pour l'instant, pour la géo-ingénierie, on a fait un blog Le Monde où on a dit qu'on n'était pas vraiment pour. Donc ça, c'est clair. Pour le reste, pour les ressources minérales, on en débat et on n'a pas encore choisi. On en débat. Parce qu'on ne veut pas se faire cornéliser ni. Enfin, on est dans la médiation. Hein, de toute façon. C'était quelle couleur? C'était pas. Mais on est influenceurs. On est influenceurs. Bonsoir. Vous avez pris tout à l'heure une dernière image avec des animaux là, qui vivaient en milieu très hostile, en disant du coup qu'ils étaient adaptés, que le monde animal, enfin, ça laissait un peu entendre que le monde animal finalement trouvait toujours à s'adapter. Je ne sais pas si c'était votre propos vraiment, ou est-ce que vous pouvez expliquer. C'est un message d'espoir, hein. C'est pour vous dire que, en fait, on peut toujours être étonné par le vivant, quoi. Mais ces animaux-là, je pense qu'ils vivent dans ce milieu-là depuis des millions d'années. Ils se sont adaptés sur un temps très long. Bien sûr. C'est l'adaptation au sens. Oui, géologique. Parce que ce qui attend les animaux maintenant, dans nos océans, peuvent être, je suppose, beaucoup plus brutal en termes d'acidification, de montée de la température, choses comme ça. Vous avez tout à fait raison. Simplement, donc c'était simplement un message d'espoir par rapport à. Il n'y a pas que le milieu physico-chimique, c'est-à-dire le vivant peut aussi modifier son milieu. Et puis finalement, quand on regarde ce qui se passe pour les coraux, par exemple, autant le GIEC, dans son 5e rapport, a bien insisté sur ce qui se passait dans la ceinture australienne de la barrière de corail, en montrant les agressions et les disparitions probables d'une partie de cette barrière. Autant là, il y a eu des rapports sur le Pacifique qui montrent que c'est pas si simple que ça et qu'il pourrait y avoir des zones sources de recolonisation de coraux si on regarde une échelle différente, c'est-à-dire beaucoup plus locale, etc., avec des formes de coraux qui pourraient subsister plus facilement ou en tout cas remplacer les coraux qui disparaissent. Donc il y a cette question-là de moyen âge de l'ensemble qui font que ça gomme quelquefois des aspérités en accentuant des choses qui ne sont pas forcément celles qui vont arriver. C'était simplement ça. Mais vous avez raison, là, quand même, si on regarde l'urgence du climat, là, oui, on n'a pas le temps de s'adapter, c'est vrai. Mais on n'a pas non plus, on ne va pas attendre que toutes les atténuations soient faites pour s'adapter. Autant essayer de faire quelque chose déjà, en tout cas sur certains aspects où on peut agir.
Quelle Oui. peut être la montée des eaux à Roscoff? Bah ouais, c'est une très bonne question. Mais non, mais voilà, c'est exactement ça. Est-ce que le projet qu'on regarde, c'est justement, est-ce qu'on a des données là-dessus, par exemple? Moi, je pense que oui. Là, il y a un spécialiste qui a un observatoire. Il y a un marégraphe dans le port de Roscoff. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je te donnerai pas les chiffres parce que c'est pas nous qui gérons les données, mais il y a un marégraphe dans le port de Roscoff depuis une vingtaine d'années. Et donc, on peut obtenir l'information sur l'élévation passée, pas future, passée, mais ça pourra donner un rythme en millimètres par an, et puis on peut au moins tenter d'extrapoler. Ensuite, comme le disait Françoise précédemment, il y a des modèles qui donnent des gammes de valeurs d'élévation du niveau de la mer, mais c'est en général à des échelles d'espace assez grandes, et c'est pas parce qu'on nous annonce 1 mètre à la fin du siècle actuel à l'échelle de l'océan mondial que ce sera 1 mètre partout. Françoise a très bien montré tout à l'heure la différence qu'il y avait en termes d'élévation du niveau de la mer au fond de la Baltique et dans certains points de la mer Méditerranée. Et donc autant, si vous m'envoyez un mail, moi je pourrais vous donner les infos sur le passé, autant je ne connais pas aujourd'hui de modèles qui permettent de simuler avec une certitude assez importante l'évolution future du niveau de la mer, précisément à Roscoff. À l'échelle de l'océan mondial, c'est au moins. Bon, mais je pense que c'est pas ici où ça sera le plus grave. Ah bon? Ça, c'est pas dans cette zone ici. Non, non. Par exemple, en Charente-Maritime, oui, là il y a vraiment des résultats en fait, qui montrent que ça peut être grave et rapide. Parce que j'en ai pas parlé, hein, mais il y a ce qu'on appelle les vagues de chaleur, qui sont un nouveau concept qui sort des dernières années. Donc en fait, c'est comme les vagues de chaleur dans l'atmosphère, ça commence à exister maintenant dans la mer. Et puis ces vagues de chaleur, ça se combine avec l'élévation normale, simplement de l'élévation en tant que telle du niveau de la mer. Mais ça fait des choses qu'on appelle synergiques. Donc accroît encore plus l'effet. Mais ici, vous avez des grandes marées qui sont formidables. Enfin, je pense que le ressac, etc., enfin bon, c'est quand même assez plat. Bon, je sais pas si tu as des données, mais je pense que c'est de l'ordre, ici, ça sera de l'ordre de quelques centimètres, pas plus. Sur 100 ans. Oui. Mais en fait, il faut faire la part des choses aussi, surtout entre ce qui est l'élévation verticale et le fait qu'une élévation même de quelques centimètres ou d'une dizaine de centimètres peut fortement accentuer l'érosion sur les côtes basses. Oui, c'est très de côte. Et par exemple, si vous décalez un petit peu dans l'ouest, hein, vers Speke ou Escat, on a des dunes et des côtes basses, et bien là, une élévation de quelques dizaines de centimètres peut suffire à grignoter le littoral et à obliger à reculer au-delà de juste la valeur d'élévation verticale. Très bien. Des questions? Eh bien, je pense qu'il nous reste à remercier encore Françoise. Vous êtes venue jusqu'à Roscoff faire cette conférence, j'espère, de la sensibiliser à la cause de l'océan. Je ne sais plus ce qu'il faut faire. Et donc, on va applaudir, on va nous pour terminer le rituel, je vous annonce la prochaine conférence qui sera le mercredi 8 juin, qui sera donnée par Pierre-Henri Gouillon. Donc là, on fait un petit pas de côté par rapport à la thématique marine des conférences. Ce sera, alors Pierre-Henri Gouillon sera également quelque chose de très intéressant.
qui va nous parler de biodiversité, mais pas exclusivement de la biodiversité marine. Donc rendez-vous dans le 8 juin, même endroit et même heure. Attends, je veux dire,